Des mairies de Dieulefit et de Montjoux, dont les nouvelles équipes ont été élues pour des programmes en faveur de la transition, ont souhaité organiser une réunion d'information des habitants et débattre sur les questions sanitaires, les questions environnementales et sociétales que pose la 5G et le tout numérique. Je vous présente nos intervenants. Michèle Rivasi, eurodéputée depuis le 2009. Elle est spécialiste des questions de santé environnementale et de santé publique au Parlement européen, où elle mène un combat sans relâche pour la transparence et l'accès aux données et à l'information contre les lobbies qui nous empoisonnent, agroalimentaires, chimiques, pharmaceutiques, etc. Elle soutient avec ardeur les lanceurs d'alerte et les victimes de scandales sanitaires et environnementaux, Mediator, prothèses mammaires, lévothyrox, glyphosate, amiante, ondes électromagnétiques, intoxication aux pesticides, chlordécone, etc., etc. Ce soir, son intervention se centrera sur la manière dont l'Europe et la France encadrent le développement de la 5G et quel rôle les citoyens peuvent avoir pour lutter contre ce déploiement. Notre intervenant suivant est Patrice Goyot. Patrice Goyot est docteur ingénieur en physique. Il a travaillé durant 30 ans à EDF RTE. Il est membre du conseil d'administration de Robin des Toits. Et il est également expert pour l'association des aspects techniques liés au rayonnement électromagnétique artificiel. Robin des Toits, une association nationale composée uniquement de bénévoles, ne vivant que des cotisations de ses adhérents et refusant toute subvention dont l'objet est d'informer et d'agir sur l'impact sanitaire, environnemental et sociétal des technologies émettrices d'ondes électromagnétiques artificielles. Elle aide notamment, cette association, Robin des Toits, les personnes électro-hypersensibles et prodigue des conseils aux personnes pour réduire leur exposition au rayonnement électromagnétique artificiel. Nous aurons également l'intervention de Laurence Girard, troisième adjointe à la mairie de Dieulefit, en charge de l'environnement, mobilité, biodiversité, énergie et résilience alimentaire, qui fera le point sur le déploiement de la fibre dans le secteur de Dieulefit. Nous aurons également Christian Delebarre qui pourra répondre aux questions plus locales s'il y avait des questions concernant la commune de Montjoux. Voilà, pour commencer, je vous propose de voir avec Patrice Goyot à propos des aspects plutôt techniques, en particulier pour répondre à la question la 5e génération de téléphonie mobile, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Patrice, comment ça marche, cette 5G? Donc, pour compléter la présentation de Robin des Toits, je vous signale aussi que nous avons sur notre site internet des fiches d'information Robin des Toits sur tout un tas de sujets techniques, sur Linky, comment refuser, sur les antennes relais, sur tout un tas d'autres aspects techniques liés aux ondes électromagnétiques artificielles. Nous avons aussi récemment une rubrique décodeur RDT, où là, nous permettons quelques billets d'humeur par rapport à la désinformation actuelle sur tout ce qui concerne le problème des ondes. Donc voilà, la première diapositive, donc vous avez le site internet de Robin des Toits qui s'affiche ici. Voilà, nous avons aussi une messagerie nationale et une permanence téléphonique pour répondre à vos questions. Les coordonnées pour y accéder sont en ligne. Voilà. Donc, je peux mettre Bertrand, si tu passes à la deuxième diapositive, s'il te plaît. Merci. Voilà. Alors, pour présenter ce que c'est que les ondes électromagnétiques, surtout artificielles, je vais utiliser l'analogie dans un premier temps du courant électrique de EDF. Donc, nous avons un courant continu, courbe du haut, qui est une droite en fait plate, et en dessous, nous avons le courant alternatif 50 Hz, qui est une sinusoïde, c'est ce qu'on appelle une onde électromagnétique. Alors, par analogie, les phénomènes naturels que sont par exemple les champs électriques et magnétiques que l'on trouve au niveau terrestre sont des champs continus et uniformes. Donc, par contre, une onde électromagnétique se forme dès lors qu'une charge électrique se déplace dans l'espace. À ce moment-là, on a une onde électromagnétique avec la forme sinusoïdale que l'on voit ici. Et à ce moment-là, un exemple d'onde naturelle, par exemple en électromagnétique, c'est la lumière. Alors sa propagation est dite isotropique, c'est-à-dire que la propagation se fait uniformément dans toutes les directions. Alors les fréquences des champs électromagnétiques artificiels créés par l'homme depuis environ 150 ans
on sont dans un spectre qui n'existait pas jusqu'à présent, le spectre de fréquence qui va de 0 Hz jusqu'à à peu près 300 GHz. Je vous expliquerai les valeurs après. Et depuis une soixantaine d'années qu'on a donc des champs électromagnétiques artificiels aériens, le vivant n'a vraiment pas eu le temps de s'adapter. Donc, je vais donner quelques définitions avec la sinusoïde qu'on retrouve en dessous. Alors d'abord, cette courbe est caractérisée par ce qu'on appelle une fréquence. Alors la fréquence, c'est la durée d'un cycle. D'un cycle, ça part de la valeur 0 pour monter au maximum, ça passe vers un minimum et ça revient au maximum. Ça fait un cycle. Donc, la fréquence, l'unité de mesure, c'est le Hertz. Alors, le Hertz, ça correspond à un cycle par seconde. Donc, si par exemple, je prends le courant électrique alternatif d'EDF qui est de 50 Hertz, nous avons donc 50 Hertz par seconde. Alors, pour des valeurs, quand je parle de kilohertz, c'est 1000 Hertz. Quand je parle de mégahertz, c'est 1 million de Hertz. Et quand je parle de gigahertz, c'est 1 milliard de Hertz. Ce qu'il faut savoir par rapport aux ondes électromagnétiques artificielles, notamment celles de la téléphonie mobile, c'est que plus la fréquence est élevée, plus l'énergie véhiculée et aussi plus la capacité de transmission de données est importante. Mais à contrario, nous avons des portées, donc des distances de propagation beaucoup plus courtes, parce que l'atténuation est très rapide, et aussi on a des pertes d'intensité d'énergie relativement élevées. La longueur d'onde, c'est en fait le contraire de la fréquence, puisqu'elle est inversement proportionnelle à la fréquence. C'est la longueur d'un cycle, qui se mesure en mètres. Pour donner un exemple, à la fréquence de 50 Hz, la longueur d'onde est de 6000 km. 30 kHz pour, par exemple, le courant porteur en ligne des compteurs Linky, qui commande dans cette valeur-là, la longueur d'onde est de 10 km. Pour une fréquence de téléphonie mobile d'environ 3 GHz, on a 10 cm. Pour une fréquence de 30 GHz, nous avons 1 cm. Donc, sur des fréquences supérieures, on commence à rentrer dans le domaine de ce qu'on appelle les ondes millimétriques. Alors ensuite, il faut savoir que les ondes électromagnétiques artificielles se divisent environ à peu près en 3 catégories. On appelle d'abord les très basses fréquences qui partent de 1 Hz jusqu'à 10 kHz. Nous avons ensuite les radiofréquences de 10 kHz à 300 MHz. Donc je précise justement, je signale que le courant porteur en ligne des compteurs Linky est une radiofréquence pulsée. J'expliquerai le terme par la suite. Ensuite, donc, en 200 MHz à 300 GHz, nous avons ce qu'on appelle les micro-ondes. Donc, la téléphonie mobile fait partie de ces micro-ondes. J'ai une image qui est très hachée. Il faudrait que tu puisses, Bertrand, descendre les diapositives, s'il te plaît, pour que je puisse continuer à illustrer mon propos, si c'est possible. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est celle-là. Donc, ensuite, tu peux passer à la diapositive suivante. Donc maintenant, on va passer. Alors, très important, c'est la notion de champ pulsé. Ce qui caractérise une onde électromagnétique artificielle, c'est le fait que le signal soit pulsé. On appelle ça modulé, notamment la modulation d'amplitude ou de fréquence que l'on retrouve pour la radio hertzienne, par exemple. Alors, le signal pulsé, ça veut dire que les données sont transmises sur la fréquence porteuse par impulsion à haute intensité. On appelle ça transmission par paquet. Cette transmission se fait de manière très saccadée sur un temps très court. Ça permet ainsi plusieurs transmissions simultanées et plus de données transmises en même temps. Pour donner un exemple, la technologie 2G de téléphonie mobile a une pulsation de 216 GHz, c'est-à-dire qu'au niveau biologique, ça correspond à 216 coups de poing par seconde reçus par l'organisme. Alors, ces champs pulsés sont très très impactants sur le plan sanitaire, on pourra y revenir. Maintenant, si tu peux descendre, s'il te plaît. Voilà, très bien. Donc là, on se trouve donc, voilà, ça c'est par exemple un exemple de la pulsation d'un Wi-Fi. Vous voyez donc il y a des hachures très très nettes. Le Wi-Fi est pulsé à 10 Hz, 10 impulsions par seconde, ça rentre en conflit avec les ondes cérébrales. On peut passer en dessous et on va rentrer maintenant dans quelques précisions sur les antennes relais. Bon là c'est un schéma assez complexe. Il faut savoir que les antennes relais donc de 2G, 3G et 4G ont différents paramètres que je vais énumérer rapidement. D'abord, c'est la fréquence de l'onde porteuse. Par exemple, la 3G s'établit sur des fréquences de 900 et 2100 MHz.
Ces antennes-là, en 2-3G, sont très directionnelles, c'est-à-dire elles sont un peu la lumière, l'onde est polarisée sur un faisceau, qu'on appelle aussi azimut, en général dans 2 ou 3 directions préférentielles. Donc c'est là que la densité énergétique sera la plus forte. Hein. Alors ces directions sont orientées en général à 120 degrés l'une par rapport à l'autre pour arriver à bien se répartir dans l'espace. Alors ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'inclinaison par rapport à l'horizontale de l'antenne. Alors on appelle ça le TI. La puissance. Alors la puissance s'exprime tantôt en décibels, donc ça correspond à un gain en amplification, mais aussi en watts ou en kilowatts. Donc ça, c'est une puissance, une antenne relais 3G, 4G, en général, en zone urbaine, par exemple, émet à une puissance d'environ 1 kilowatt par technologie. Ce qui est important aussi, c'est ce qu'on appelle la largeur de bande spectrale. Une fréquence, par exemple, le 3G, est centrée sur la valeur de 900 MHz, mais c'est comme dans un tuyau, la largeur du tuyau permettra de transmettre plus de données. Donc ce tuyau va être large, par exemple, à plus ou moins 1 MHz, autour de la valeur centrée sur 900 MHz. C'est ce qu'on appelle la largeur de bande. Cette largeur de bande permettra, alors associée aussi à la valeur de la fréquence, d'obtenir un certain débit. Alors le débit est fonction donc de cette largeur de bande, mais aussi de la valeur de la fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus le débit sera élevé. Excusez-moi, le débit en 3G, 200 kilobits par seconde, 40 mégabits par seconde en 3G, 100 mégabits par seconde jusqu'à 1 gigabit en 4G, et pour la 5G, ce sera de 1 à 10 gigabits. Ensuite, pour clore ce chapitre-là, il faut parler aussi de ce qu'on appelle les valeurs d'exposition. Alors, c'est quand on fait des mesures de champ électromagnétique sur une source, à partir d'un émetteur, on se retrouve à un endroit où on est exposé. Alors, on a le champ électrique qui se mesure en volts par mètre. Le champ magnétique se mesure en Tesla ou plutôt en micro-Tesla. Alors, en basse fréquence, on mesure ces deux champs distinctement. Par contre, à partir de 300 MHz, donc c'est le domaine des micro-ondes, les champs électriques et les champs électromagnétiques se confondent. Donc, la mesure se fait uniquement en volts par mètre. Voilà. On peut passer à la diapo suivante, pardon. Là, c'est simplement pour illustrer le fait qu'en ce qui concerne le trafic de données mobiles Internet, on a 60% de ces données qui sont constituées par des vidéos. Et on verra que par la 5G, ça va être encore pire. La diapo suivante, c'est juste pour illustrer très rapidement, on pourra revenir s'il y a des questions, les valeurs limites d'exposition qui ont été décrétées en 2002, qui ne tiennent compte que des effets thermiques et non des effets biologiques. C'est là qu'il y a un gros conflit. Donc ces valeurs sont extrêmement élevées. Pour la téléphonie mobile, on a des valeurs qui vont de 41 volts par mètre à 61 volts par mètre, entre 900 MHz, entre 700 MHz jusqu'à 3 GHz à peu près. Il faut savoir que si on tient compte des effets biologiques, à des valeurs 100 fois inférieures, on commence déjà à avoir des problèmes sanitaires. Pour la 5G, en 2020, l'organisme qui s'appelle l'ICNIRP, qui préconise ces valeurs de normes, qui est extrêmement inféodé à l'industrie du numérique, préconise pour la 5G des valeurs de 120 volts par mètre, c'est-à-dire le double par rapport aux valeurs existantes, pour des fréquences qui vont de 1 à 6 GHz. Alors il faut savoir aussi qu'en dessous de 100 MHz, il n'y a quasiment pas d'effet thermique. Les effets thermiques se manifestent pour des fréquences nettement supérieures. Donc, ces valeurs limites en dessous de cette fréquence-là, de cette gamme de fréquences-là, sont vraiment sans fondement. Bien, maintenant nous allons parler directement de la 5G. Donc, diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. Là, ça illustre simplement le fait que nous avons. Voilà, c'est bon. Que nous avons. La 5G participera certainement dans un futur proche à relier ce qu'on appelle l'intelligence artificielle avec l'Internet des objets connectés. C'est ce qu'on voit sur cette illustration de ce qu'on appelle la Smart City. La 5G va se superposer aux technologies existantes, donc elle ne va pas les remplacer. Ça veut dire qu'on va se retrouver très rapidement avec un grand renforcement de ce que l'on appelle l'électrosmog. Dans l'avenir, il se peut aussi qu'elle devienne un standard unique et exclusif de la télécommunication et de la transmission des données. Ça veut dire qu'elle va peut-être se substituer intégralement à toute technologie filaire, notamment par exemple ce qu'on appelle l'ADSL pour l'Internet au débit.
Alors avec la 5G, l'humain sera mieux traçable grâce à ces objets connectés, ou ce qui se trouve aussi dans le mobilier urbain, les caméras, la domotique, mais il sera traçable surtout par son téléphone, bien sûr. Et on nous prépare déjà la 6G, d'ici peut-être une dizaine d'années, qui est déjà testée en Chine. Et la 6G sera très certainement l'avènement du transhumanisme, dans lequel ce n'est pas les objets connectés qui vont permettre à l'humain d'être tracé, mais lui-même qui sera très, très certainement connecté pour des moyens que je n'ai pas évoqués maintenant. Alors, en ce qui concerne les expositions, valeurs d'exposition, il faut savoir déjà que si on épluche les comptes rendus de certains laboratoires agréés, notamment Exem par exemple, des mesures effectuées selon le protocole de l'ANFR, Agence nationale des fréquences, qui est un protocole extrêmement discutable, mais peu importe, on constate déjà que la 4G a des valeurs de rayonnement supérieures à la 3G. David Bruno, qui est un expert en mesures électromagnétiques, a séjourné cet été en Suisse, parce qu'en Suisse, la 5G est déjà déployée. Il a fait des mesures. Et là, il a vraiment constaté que par rapport à la 4G, la 5G rayonne quasiment 3 fois plus. Donc, on peut continuer. Alors, il faut savoir aussi que les antennes 5G arrivent à gérer à peu près 1 million d'objets connectés par kilomètre carré. D'ici 5 à 10 ans, on risque d'avoir une très très forte densification des objets connectés pour atteindre peut-être entre 50 et 100 milliards au niveau de la planète d'ici 2025 ou peut-être 2030. Voilà, on continue, on revient sur les antennes. Tu peux passer à la diapo, s'il te plaît. Voilà, merci. Là, nous avons les antennes 2, 3 et 4G. Alors, actuellement, les générations les plus récentes, vous voyez la première image en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle des antennes panneaux. Ces antennes panneaux intègrent directement la 2G, la 3G, la 4G et la 5G. Alors, ce sont ces antennes-là qui ont été notamment installées pendant le confinement, avec l'ordonnance du 25 mars qui permet aux opérateurs de faire ce qu'ils voulaient sans demander rien à personne. Donc, dans ces panneaux-là, on a aussi l'antenne 5G compatible. Ça veut dire que dès que, à partir de fin novembre, le déploiement de la 5G est autorisé, donc ces antennes sont simplement mises en service à distance, tout simplement, par reparamétrage. Alors, pour la 5G, vas-y, tu peux descendre, s'il te plaît. On voit des exemples d'antennes 5G. Voilà, merci. Alors, il y aura 4 structures principales. Il y aura d'abord ce qu'on appelle des antennes situées sur des points hauts à l'extérieur des villes. Alors, ce sont des antennes d'assez grande dimension, sur des mâts qui sont à des hauteurs importantes, 30-40 mètres peut-être. Alors, ce seront des antennes qui auront des courtes portées, puisqu'on avait dit que plus la fréquence augmente, plus la portée est faible. Donc, pour relier ces antennes-là vers les centres urbains, la fibre optique sera utilisée pour acheminer les données vers les centres urbains pour les relier aux antennes des centres urbains. Je reparlerai de ça dans la dernière partie où on parlera exclusivement de la fibre optique. En ville, nous aurons donc des antennes urbaines. Alors, elles seront installées sur des sites existants, donc il y aura des stations, on appelle ça des stations de base, qu'on se trouve sur les toits des clochers d'église, sur les toits d'immeubles, etc., qui équipent déjà les technologies 2, 3 et 4G. Mais il y aura aussi, surtout, des microcellules. Alors, on arrivera à terme à avoir 4 fois plus de microcellules que les stations de base existantes. Et ces microcellules auront la capacité d'être directionnelles. J'y reviendrai tout à l'heure. Maintenant, on va passer à la diapo suivante. Parce que la 5G ne sera pas que terrestre, mais sera aussi satellitaire. Donc, d'ici 5 à 10 ans, nous aurons quelques dizaines de milliers de satellites qui vont être installés dans ce qu'on appelle des orbites basses, qui sont donc à des hauteurs d'environ 400 à 600 km, dans ce qu'on appelle l'ionosphère. Les orbites géostationnaires, c'est plutôt 30 à 40 000 km. Alors, ça va générer bien sûr des conflits avec l'astronomie, parce que la visibilité des planètes sera extrêmement altérée.
La météorologie, parce que la fréquence de la 5G satellitaire de 26 GHz va rentrer en conflit avec les fréquences porteuses des données transmises et utilisées par la météo. L'aviation civile, parce qu'il y aura un conflit avec leur propre radar et leur système de navigation pour les avions de ligne. Là, vous avez un exemple, par exemple, de cette satellite donc, de SpaceX, du bien nommé Elon Musk. Ces satellites vont surtout servir pour les systèmes de surveillance, pour l'accès aussi, pour apporter donc les télécommunications dans des zones actuellement inaccessibles aux zones terrestres, notamment les mers, les déserts, les forêts, les jungles, etc. Et elle prendra aussi le relais de la 5G terrestre si il y a saturation à certaines périodes de la journée. Ça servira aussi, bien sûr, pour l'aviation civile, mais aussi pour les militaires, pour l'industrie et pour l'Internet des objets connectés. On peut descendre, s'il te plaît. Alors, il faut savoir qu'un satellite a une durée de vie d'environ 5 ans. Donc, on va voir une énorme évolution de l'espace. Il faudra constamment les remplacer. Donc, ça va être vraiment, au niveau environnemental, une véritable catastrophe. Là, on voit par exemple ce qu'on a pu observer cet été par les ciels clairs, la nuit. C'est des constellations de satellites de SpaceX qui circulaient donc dans ces orbites de 400 km et qui vraiment polluent énormément la visibilité des étoiles. Diapo suivante, on va passer donc maintenant aux fréquences de la 5G que nous aurons à partir de 2023, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors nous avons d'abord, par ordre de fréquences les plus basses, nous avons la fréquence de 700 MHz. Alors c'est ce qu'on appelle la fréquence en or parce que c'est une fréquence qui est très pénétrante, qui est issue de la télévision numérique terrestre, qui ensuite a été revendue aux opérateurs. Ces opérateurs l'utilisent actuellement déjà pour la 4G. Alors ça va être réservé surtout aux zones rurales parce que les zones rurales, on a besoin d'avoir des antennes qui portent assez loin. Donc, comme c'est une fréquence inférieure, on peut avoir ainsi, avec des puissances d'émission relativement importantes, des distances parcourues de 10 à 30 km. C'est ce qu'on appellera la 5G bas débit. Dans les villes, nous aurons une 5G terrestre à 3,5 GHz. Et au niveau de l'espace, une 5G satellitaire de 26 GHz. Alors l'Europe promeut cette fréquence et souhaiterait justement en faire un standard mondial. On continue. Voilà, là c'était simplement pour illustrer le fait que plus l'objet connecté, notamment le smartphone ici, de la source, et plus le débit est faible. Voilà. Vous avez l'image juste à côté qui montre que la 5G bas débit à 700 MHz, bien évidemment, a une bande passante inférieure à celle de la 5G des villes. Alors, la particularité de la 5G par rapport aux autres fréquences, aux autres technologies, c'est que le faisceau est orientable, c'est-à-dire que on appelle ça le beamforming, c'est-à-dire qu'il va pointer vers l'usager détecté avec son téléphone et va le suivre dans ses déplacements. Il y a aussi le fait que les microcellules voisines vont collaborer entre elles de façon à pouvoir mieux focaliser les faisceaux sur les téléphones et ainsi améliorer la transmission des données. Il y a aussi ce qu'on appelle le procédé MIMO, c'est Massive Input, Massive Output, qui permet en fait à la microcellule de pouvoir gérer plusieurs usagers en simultané. Alors, il faut savoir que le déploiement a commencé maintenant, mais par contre, jusqu'à pratiquement 2023, le réseau 5G à 3,5 GHz ne sera pas opérationnel. Ce qui veut dire que la 5G va fonctionner sur les bandes de fréquence de la 4G, donc sur la bande d'ancrage de la 4G. La 4G a une bande passante, je j'ai expliqué ça tout à l'heure, d'environ 20 MHz. Alors c'est ce qu'on appelle, donc ce partage des bandes entre 4G et 5G s'appelle le procédé don't stand alone, ça veut dire ne pas rester tout seul. Donc il va être associé. Donc durant cette période-là, les débits en 5G ne seront guère supérieurs à ceux de la 4G. Voilà. Donc, le réseau spécifique 5G sera opérationnel donc en stand-alone à partir de 2023 à peu près.
Alors, autre caractéristique, la dépôt suivante, s'il te plaît, c'est ce qu'on appelle le DSS, c'est le Dynamic Spectrum Sharing. Ça veut dire que la bande de fréquence, la bande passante de la 4G que va se partager la 4G et la 5G, qui est de 20 MHz, sera en fait modulable. C'est-à-dire qu'on pourra attribuer tant de bandes passantes à la 4G, tant de bandes passantes à la 5G, et ce sera modifiable. Tu peux descendre, s'il te plaît, et descendre encore. En ce qui concerne, encore, voilà, ça j'en ai parlé déjà, c'est voilà, celle-ci, voilà, très bien. Donc l'échéancier du déploiement, remonte, s'il te plaît, voilà, merci. Donc en ce qui concerne le déploiement à partir de 2023 sur la vraie 5G, parce que pour l'instant on se racontera que sur la pseudo 5G, on aura une couverture progressive, surtout dans les centres urbains d'importante densité, mais aussi on va chercher à couvrir très rapidement le réseau routier, autoroutier, route principale. Pourquoi? Parce que la 5G peut suivre beaucoup plus facilement les véhicules à grande vitesse que la 4G. Merci Patrice pour cette intervention. Je vous propose maintenant qu'on passe la parole à Michel Rivasi pour ce qui concerne le domaine plus particulier de la santé. Et puis on reviendra ensuite à Patrice Bouillot pour le problème des impacts environnementaux. Oui ou non? Bon, alors je vous disais qu'en fait, c'est venu de la Commission européenne avec les industriels. Je dirais, le cahier des charges avait été établi depuis 2016. Et en fait, il les avait indiqué qu'en 2020, il faudrait que tous les États membres aient installé la 5G avec la vente des fréquences, etc. Leurs objectifs sont à peu près atteints, puisque dans la plupart des pays européens, il y a des villes pilotes qui ont choisi la 5G, et ils ont fait une espèce de partenariat public-privé où ils ont injecté à peu près 700 millions d'euros de financement de l'Union européenne. Sauf que là, moi, je me suis précipitée sur ce fait-là parce que lorsque l'Europe donne 700 millions d'euros à un partenariat public-privé, il faut faire des études d'impact. Et là, il n'y avait pas d'études d'impact. J'ai posé plusieurs questions écrites. J'avais même l'appui de certains membres de la Commission européenne, donc ça montre que tout le monde n'est pas pourri. Et je les ai poussés à ce qu'il y ait des études d'impact sanitaire et environnemental. Là-dessus, ils s'appuient sur l'ICNIRP, qui a été cité tout à l'heure, qui est une commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, qui est en fait une espèce de boîte qui est basée à Munich, qui se dit indépendante, mais on a fait toute une étude avec un collègue député européen allemand, et on a montré que c'est bourré de conflits d'intérêts, à la fois avec l'industrie, mais aussi avec l'armée américaine. Et ces gens-là qui se disent scientifiques, en fait, sont responsables d'ailleurs de l'établissement des normes de radioprotection, mais ces normes ne tiennent compte que des effets thermiques, mais absolument pas athermiques, alors qu'il y a plein d'études à l'heure actuelle qui sortent pour montrer les effets athermiques. Donc, j'ai regardé un peu de près qu'est-ce qu'on avait sur les études d'impact sanitaire. Vous savez que l'OMS, et notamment le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, a classé les ondes électromagnétiques en cancérigènes possibles en 2011, et que de plus en plus, des scientifiques s'inquiètent des effets sur la santé. Au niveau de la 5G, qui sont des ondes millimétriques, il y a quelques études qui ont été faites chez les insectes qui montrent que les rayonnements de la 5G peuvent faire grimper la température à la surface des insectes et provoquer des brûlures. Donc, la question qui se pose, c'est si jamais quelqu'un est exposé au niveau de la 5G, ça peut entraîner peut-être des brûlures, mais peut-être aussi des effets au niveau de la cornée. Donc ça, ce sont des études qu'on a demandées. Et puis, sur la biodiversité, là, c'est une étude qui a été financée par le gouvernement britannique et qui a montré que les feuilles des arbres peuvent freiner
90% des ondes 5G. Donc, ça pose tout le problème de l'utilisation de la 5G dans les villes, parce que on parle de végétalisation, mais si les feuillus freinent à 90%, vous voyez ces ondes, eh bien, ça voudrait dire qu'il va falloir abattre les arbres qui sont installés dans les villes. Autre problème qui a été indiqué tout à l'heure, c'est, j'avais fait un groupe de travail au Parlement et j'avais invité des astronomes et des météorologistes qui étaient vraiment fous furieux contre la 5G, puisque ce sont des fréquences qu'ils utilisent, alors que ça soit au niveau des météorologistes, parce que ça leur permet de prévoir le temps, et c'est dans les ondes justement de 23,6 à 24 GHz. Et donc, eux, ils disent que on leur avait pas ils n'étaient pas au courant que la 5G utilisait ces mêmes ondes, et donc il va y avoir des interférences. Comme au niveau des astronomes, où là, il va y avoir une interférence parce qu'il y aura une pollution lumineuse. Et puis dernièrement, vous avez vu qu'au niveau des aéroports, ils ont interdit l'installation de la 5G parce que ça peut avoir une répercussion sur les altimètres qui sont à l'intérieur des avions, puisque c'est dans la même bande de fréquence, mais là, c'est plutôt la bande de fréquence de 3,4 à 3,7 GHz. Ensuite, il y a un autre argument qu'on utilise beaucoup, nous, c'est tout ce qui touche à la surconsommation énergétique et l'utilisation, je dirais, des terres rares, puisque nos appareils à l'heure actuelle, nos smartphones, ne fonctionnent pas avec la 5G. Donc, ça voudra dire qu'il va falloir les jeter et donc en racheter des nouveaux. Et il y a aussi, vraiment pour moi, c'est le manque de débat démocratique qui justifie pourquoi il y a plein de villes qui ont demandé des moratoires, parce que, ça n'a pas été discuté au Parlement, deux, c'est vraiment un projet industriel, c'est un projet en plus qui va, je dirais, sur une espèce de cybersurveillance en utilisant tous ces objets connectés, et que ça pose un problème dans quel modèle de société on veut vivre. D'où la demande des maires d'avoir un véritable débat démocratique sur le choix de cette technologie, et que en plus, on parle beaucoup du climat, mais vous voyez que c'est toujours la surconsommation, c'est d'avoir des villes connectées, c'est d'avoir des objets connectés, et alors ils utilisent la santé en disant que c'est super parce qu'on va pouvoir opérer des gens à 5000 km grâce à la 5G, mais quand on a vu comment on a géré la crise du Covid, on peut avoir des doutes. Donc, pour vous dire, à l'heure actuelle, moi j'ai énormément soutenu et poussé les nouveaux maires à demander ce moratoire, qu'il y a la Convention citoyenne qui avait demandé ce moratoire sur la 5G, que la semaine prochaine, dans le cadre du Parlement européen, j'ai obtenu qu'il y ait une étude sanitaire et une étude environnementale, et ça va être discuté le 7 décembre, dans le cadre de STOA. STOA, c'est une structure scientifique au sein du Parlement européen qui regroupe des députés européens. Et là, pendant 4 heures, il va y avoir des auditions de différents scientifiques du monde entier qui vont venir s'expliquer par rapport aux effets éventuels sur la santé. Sur le plan français, on a l'ANSES qui a dit qu'il voulait faire une étude, mais c'est une étude bibliographique en se servant de ce qui se passe pour la 3G et la 4G, et qu'ils vont rendre leurs conclusions mi-2021. Donc, il est tout à fait légitime de demander un moratoire en disant, on veut un débat démocratique sur le choix de cette technologie. 2, on attend les conclusions de l'ANSES et d'autres organismes de recherche sur la 5G, parce que vous voyez bien que, vous savez, souvent je dis, il y a toujours les 3D, c'est les industriels qui décident la technologie sans débat démocratique. Après, ils désinforment, et là, vous voyez que tous les industriels utilisent l'ICNIRP,
qui est cette espèce de boîte, la noire, avec des scientifiques qui ont des conflits d'intérêts avec l'industrie pour dire qu'il n'y a pas de problème sanitaire. Et puis, en 3, quand il commence à y avoir des lanceurs d'alerte, c'est qui disent « Ah, mais il peut y avoir des risques sur la santé. Ah, mais il peut y avoir des risques sur la peau. Ah, mais il peut y avoir des risques sur le fonctionnement du système nerveux ou même du système immunitaire. » Eh bien, ils diffèrent, c'est le 3e D, c'est-à-dire qu'ils disent il faut des études supplémentaires et comme ça, ils gagnent du temps pour installer leurs antennes. D'ailleurs, on l'a vu pendant le confinement où il y a eu des installations d'antennes 5G et sans qu'il y ait eu un débat sur ce décret. Il est passé vraiment au forceps sans que les gens soient informés, même les maires. Ils sont en train d'enlever tout le pouvoir au niveau des maires, puisqu'à une époque, on pouvait quand même déplacer des antennes, alors qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus le faire. Donc, c'est pour moi, la 5G, c'est un peu la caricature de comment on peut nous imposer une technologie qui, en fait, sur tout ce qui est cybersurveillance, pour moi, ça me fait très peur parce que on ne sera plus propriétaire de nos données. Déjà que c'est un peu le cas à l'heure actuelle avec nos smartphones, mais là, ça va être à une vitesse grand V et que il pourrait y avoir une pollution à tous les niveaux et notamment il y a eu des dernières informations sur Starlink qui veut justement, les dernières infos que j'ai, ils veulent envoyer encore plus de satellites pour essayer de dire aux gens, eh bien, vous pouvez avoir Internet par tous ces satellites. Et là, vous voyez que ça sera une surveillance généralisée. Voilà, moi, ce que je veux vous dire, s'il y a des questions, je veux bien y répondre. Je peux vous dire qu'il y a plein d'actions en justice à l'heure actuelle, que ce soit l'action qu'a menée Agir pour l'environnement et Priartem, qui ont saisi en urgence le Conseil d'État afin de faire annuler les attributions de fréquence 5G. Le 19 novembre, il y a les avocats Christophe Léguevakès et Arnaud Durand qui ont présenté un recours auprès du Conseil d'État pour excès de pouvoir au nom du fait que l'ARCEP, en menant sur les enchères seulement pendant 3 jours, n'a pas respecté le cadre réglementaire en vigueur et bradé le bien public. Le 26 mai, il y a une procédure en référé devant le tribunal judiciaire de Paris qui a été déposée par le collectif des 500. C'est les 500 militants du procès 5G France. Et vous avez une dernière action qui se prépare, c'est celle des VIP sous l'impulsion de l'éditeur Florent Masson, du journaliste Denis Robert, vous avez l'avocate Blanche Maraguinos-Rey, et ça regroupe des politiques comme moi-même, comme David Cormand, comme François Ruffin, comme Frédéric Lima, qui est un ex-LRM, Pablo Servigne, Juliette Binoche, Camille, la chanteuse, etc. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas perdre espoir, il faut vraiment se mobiliser et montrer que le pouvoir, il est au niveau des citoyens et non pas de certains qui s'octroient le fait de vouloir nous prendre le pouvoir et puis pour mieux, en fait, rendre la population, je dirais, complètement dépendante de ces communications qui leur permettent de mieux surveiller les gens. Voilà, alors moi je me bagarre à mon niveau sur le plan européen. Au début, j'avais pas beaucoup d'appui, mais j'en ai de plus en plus de la part des députés européens. Et puis l'Europe, on ira jusqu'à la Cour de justice européenne, parce que là, ils prennent le pouvoir pour nous imposer la 5G, alors qu'eux-mêmes ne respectent même pas la législation européenne sur le fait de le justifier par des études d'impact. Voilà. Voilà, merci beaucoup Michel Rivasi pour cet exposé très clair. Peut-être on peut passer la parole, Adrien, à Patrice Goyot de nouveau pour peut-être un complément sur les impacts environnementaux et ou sur son expérience personnelle en matière de santé.
On m'entend bien? Oui. Alors, sur le plan sanitaire, effectivement, j'aurais peut-être quelques précisions à apporter, quoique Michel a déjà été extrêmement complète. Alors ensuite, je vais peut-être reparler un petit peu de ce qu'on appelle le SICEM, c'est le syndrome d'intolérance au champ électromagnétique non reconnu en France, et juste admis du bout de lèvres par l'Agence sanitaire nationale, l'ANSES, en 2018. Alors, il faut savoir que quand même, depuis une cinquantaine d'années, la densité de puissance électromagnétique a été multipliée par 10 16, 10 exposant 16. L'effet thermique, à la différence de l'effet thermique, si on supprime la source d'exposition, l'effet thermique disparaît aussitôt. Par contre, un effet biologique persiste même après l'arrêt du stimuli, et pendant des durées assez importantes, et on devient électrosensible dès lors que la capacité adaptative et d'autoréparation de l'organisme est dépassée. Alors, il n'y a pas d'effet nocebo, contrairement à ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que ces effets ont déjà été démontrés par expérimentation scientifique sur des animaux, des plantes qui, a priori, n'auraient pas de mental. Alors, être exposé à de faibles valeurs de rayonnement, mais en continu, en permanence, à la limite, est plus grave que d'être exposé ponctuellement de fortes valeurs. Donc, ça contredit la thèse de Paracelse qui dit que la dose fait le poison. Alors, au niveau institutionnel, on est vraiment dans un doute et dans un déni. On est dans la tyrannie de la preuve. Il faut apporter seulement la preuve de ce que l'on avance. Le stress environnemental qui provoque justement ce syndrome-là est multifactoriel, donc il y a tout un tas de raisons en termes de pollution environnementale d'être malade. Donc c'est quasiment impossible d'isoler réellement la cause de la maladie ou des symptômes ressentis par les personnes. Comme l'a dit Michel, les valeurs d'exposition de l'ICNIRP, c'est l'art magique de l'industrie pour rester toujours dans des clous. Or, on sait que les effets biologiques sont avérés 0,6 volts par mètre. Le corps médical est quasiment ignorant de cette affaire, de ce sujet. Un système de santé quasiment inadapté sans réponse. Le lobbying intense de l'industrie pour qu'on reste en l'état. Une réglementation sanitaire qu'on peut qualifier de proche de l'indigence. Et sur le plan juridique, la loi Abeille a été détricotée. On se retrouve avec une loi Elan qui a encore détricoté les pouvoirs des maires au niveau local. Donc c'est un véritable boulevard pour les opérateurs. D'autant plus que le 25 mars de cette année, il y a une ordonnance qui permet aux opérateurs d'implanter tous ceux qui veulent n'importe où, quand ils veulent, et sans rien demander à personne, sans demander d'autorisation. Voilà. Alors ensuite, au niveau environnemental, bon, je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que Michel a vraiment parlé de pratiquement ce qu'il fallait. Sur le plan de la consommation électrique, il faut savoir qu'actuellement, les antennes qu'on appelle des stations de base ont une consommation d'environ 6 kW, une puissance appelée pour fonctionner d'environ 6 kW. Il a été constaté avec l'expérience chinoise qui a déjà largement dépassé, puisqu'on est actuellement en Chine à 144 millions d'abonnés en 5G. On s'est rendu compte que ces stations de base ont leur puissance appelée qui passe de 6 kW à 14 kW. Donc, on ne vient pas me dire que la 5G est économe en énergie et notamment en consommation électrique. Il faut savoir aussi qu'un smartphone 5G aura une puissance d'émission 10 fois supérieure à un smartphone actuel, c'est-à-dire on va passer de 2 watts de puissance émise à peu près à 20 watts. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y aura 64 micro-antennes. En Chine, avec tous les abonnés qu'ils ont, la consommation de données a été multipliée par 3. Alors, il y a aussi quelque chose qui est complètement aberrant, c'est le trafic de vidéos, soit en streaming, soit en téléchargement. Il y a une artificialisation de la demande et du trafic par le fait que les vidéos sont de plus en plus en haute définition, ce qui fait que la taille des fichiers, bien évidemment, est énorme. Alors, ce qui est ridicule dans la mesure où sur un smartphone, sur un téléphone portable, l'image est tellement petite, l'écran tellement petit qu'une vidéo en définition très très moyenne est largement suffisante. Donc déjà, on pourrait largement limiter l'impact énergétique voire environnementale, en se contentant de vidéos de qualité moyenne. Donc, il y a aussi le fait que cette 5G permettra une surveillance et un contrôle accru. Et notamment, on peut pratiquement avancer que 70% du trafic de la 5G sera lié aux caméras de surveillance vidéo, contrôle facial, etc.
Je précise aussi que pour les gens qui sont à proximité d'antenne relais, il y a une perte de valeur immobilière qu'à proximité d'antenne qui est estimée à peu près à 20 à 30%. Voilà. Je pourrais peut-être parler aussi très rapidement de ce qu'ils appellent justement les voitures autonomes. Alors, les voitures autonomes, c'est un paradoxe parce qu'une voiture autonome, par définition, est autonome, donc elle n'a pas à être connectée, elle se suffit à elle-même. Or là, la 5G va permettre justement la connexion majeure de ces véhicules-là de façon à favoriser un guidage routier, enfin, pour tout un tas de raisons, mais encore une fois pour de la surveillance. On a aussi les téléopérations. Les téléopérations, on peut très bien se faire ça de façon filaire par la fibre optique ou la DSL. En plus, les réseaux radiofréquences aériens sont le sujet de façon récurrente de panne, de perte de connexion. Donc, quel chirurgien prendra le risque de réaliser une opération avec le risque de plantage? D'autre part, est-ce que, avec ce système-là d'opération à distance, comment pourra-t-on arriver à assurer, à ce que le chirurgien soit assuré, le patient aussi, la protection juridique? Enfin, il y a vraiment des choses qui sont pratiquement ingérables, d'autant plus que ça masque la carence de capacité de soins médicaux et d'accueil médical dans les régions. On est vraiment là-dessus, quoi. Voilà, je m'arrête pour l'instant. Bon, merci beaucoup, Patrice, pour ce complément. Voilà, peut-être une question pour l'instant. Peut-être une question pour l'instant. Là, vous m'entendez peut-être mieux avec un peu moins d'écho. Sur concrètement, que peut faire un habitant, un citoyen, que peut faire un collectif, une commune par rapport à l'installation de cette 5G? Est-ce qu'on peut refuser? Est-ce qu'on peut intervenir? Est-ce qu'on peut peut-être Michel Rivasi et puis Patrice Goyot dans un deuxième temps? Que peut faire un citoyen? Je pense la première chose, c'est de se regrouper en collectif. Il faut convaincre son maire. Et là, moi, je suis en train de travailler avec les maires pour qu'on ait des arrêtés, même s'ils se font attaquer par le tribunal administratif ou les préfets, mais avoir un peu la même stratégie que pour les OGM. Parce qu'il faut vraiment tout faire pour qu'ils n'installent pas leur 5G, parce qu'ils peuvent regarder ce qu'a fait SFR. SFR, moi j'ai regardé, ils ont déjà installé la 5G dans plein de villes. Ils l'ont lancé à Nice fin novembre, et puis ils vont annoncer l'extension à Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nantes et Paris, Île-de-France. Donc c'est 120 communes d'ici la fin de l'année. Bouygues a déjà développé son réseau dans une vingtaine de grandes villes à partir du 1er décembre. Et Orange va activer son réseau demain, le 3 décembre 2020. Donc, il faut tout faire pour convaincre son maire et faire comme le maire de Grenoble, comme le maire de Lille, Bordeaux, de dire, nous, on est en désaccord avec ça. Et puis, il faudrait même saisir l'association des maires parce qu'ils ont perdu tout pouvoir maintenant dans le fait de pouvoir attaquer en justice. Ça peut être qu'une rébellion citoyenne pour empêcher ça. Et puis des actions en justice. Parce que les actions en justice, on peut peut-être les bloquer, au moins passagèrement par rapport au fait qu'il n'y ait pas d'études d'impact sanitaire, environnemental, même économique. Je voudrais juste rajouter que Robin des Toits, aussi en début 2020, a déposé un recours au Conseil d'État par rapport à la procédure d'attribution des fréquences et notamment à la mise en chaire. Évidemment, on a été dans un premier temps débouté, donc on va certainement faire appel, mais donc, on s'est associé aussi à cette démarche juridique. Alors, pour ce qui concerne au niveau local, bien évidemment, nous avions proposé, on avait envoyé sur les réseaux sociaux des modèles de courrier adressés aux élus locaux, aux députés, aux sénateurs, etc. Alors, il faut vraiment, comme le dit Michel, les maires à demander carrément voter un moratoire. Pourquoi? Parce que actuellement, l'ANSES n'a pas rendu ses conclusions sur le plan sanitaire. C'est pas que sanitaire, bon, c'est à l'évidence que tout ira très bien. Néanmoins, elle les rend en avril. Donc, on peut, dans cette fenêtre de tir, on peut invoquer le principe de précaution.
Ensuite, quand l'ANSES aura conclu qu'il n'y a aucun risque sanitaire, en tout cas non avéré, comme d'habitude, bien sûr, ce principe de précaution deviendra tabou. Ce sera le mot à ne pas prononcer. Hein. Il est aussi recommandé de se regrouper, comme elle le disait, en collectif association. Au niveau personnel, eh ben, il faut justement modérer sa consommation en objets connectés quand on a un smartphone. Et moi, nous on recommande de ne se connecter qu'à la 3G parce que la 3G permet l'Internet mobile avec une transmission de données, des débits tout à fait corrects pour un usager lambda non professionnel. La 4G, il y a beaucoup de gens qui demandent la couverture parce que sous prétexte de fracture numérique, mais la 4G, peut-être pour certains professionnels, certaines industries, peut-être intéressante pour les débits, mais par contre, pour l'usager lambda, elle ne sert pas grand-chose. Franchement, elle apporte rien, d'autant plus, comme j'ai précisé tout à l'heure, en termes d'impact sanitaire, c'est très important. Il faut savoir que quand on aura la 5G partout, les zones blanches auront disparu. Donc, comment feront les 5 à 7% de personnes électro-hypersensibles déclarées ou pas dans le monde pour se protéger? Ce sera extrêmement difficile. Voilà. Et surtout, évidemment, ne pas acheter de téléphone 5G, surtout pas, par pitié. Plutôt, alors je vous donne les questions. Voyez qui répond, si c'est Michel ou Patrice. Est-ce que dans les autres pays de l'Union européenne, il y a des mobilisations de la population? Alors, moi je veux bien répondre, notamment à Genève, où là, il y a des députés verts qui ont demandé, parce qu'on a dit, mais une ville ne peut pas bloquer, c'est au niveau de la fédération. Mais là, ils ont bloqué. À l'heure actuelle, le moratoire est reconnu. De même à Bruxelles. À Bruxelles, vous savez qu'avant, dans la ville, il y avait la ministre de l'Environnement avait été très proactive. Elle avait demandé à ce que l'ensemble des antennes ne dépasse pas 3 volts par mètre. Et là, on lui dit que la 5G ne pourra pas marcher à 3 volts par mètre, il faut au moins 6 volts par mètre. Mais pour l'instant, le déploiement de la 5G est bloqué. Puis en Italie, il y a plus de 150 villes qui ont demandé un moratoire. Alors, c'est souvent des villes rurales et pas des grosses villes, mais il y a une forte mobilisation au niveau de... J'étais justement en Italie faire des réunions là contre la 5G, et il y avait une très forte mobilisation de la population. Parce qu'en fait, la 5G, elle va toucher beaucoup les villes, mais pas trop les zones rurales où le souci maintenant, c'est par les satellites. Hein. Donc, les villes rurales, elles ne sont pas du tout intéressées pour avoir la 5G. Elles préfèrent développer la 3G, comme ça a été dit, ou même un peu la 4G, mais pas la 5G. Ils ne voient pas l'intérêt d'avoir leur tracteur connecté. Alors, une autre question qui me parvient, quelles conséquences pour un pays qui ne serait pas équipé en 5G par rapport aux autres pays? De la Commission européenne, et donc ils sont tous plus ou moins connectés. Et si un pays ne se connectait pas, alors vous avez entendu notre président de la République a dit, mais on ne serait pas dans le progrès, etc. Mais c'est un type de progrès technologique. C'est quoi les conséquences? Eh ben, on n'aurait pas de drones, de voitures autonomes, d'appareils électroménagers connectés. En fait, il y aurait une perte au niveau industriel. Parce que avoir des appareils connectés, c'est aussi jeter ces vieux appareils pour en acheter des nouveaux. C'est toujours pareil, on est toujours dans la surconsommation. C'est pour ça que ce que disait Patrick est très juste. Il ne faut pas changer de portable. Il ne faut pas rentrer dans cette surconsommation. Mais si un pays, c'est sûr qu'il se mettrait à l'écart par rapport aux autres pays, dans la mesure où il ne choisirait pas ce mode de consommation. Mais c'est un choix des citoyens, ce n'est pas un choix d'un exécutif. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, quelque part, est-ce que le progrès, c'est de scier de plus en plus efficacement la branche sur laquelle on est assis?
Alors, est-ce qu'il n'y a pas en France, une autre question qui m'arrive, est-ce qu'il n'y a pas en France des lois explicites sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour la défense des enfants par rapport à la 5G, qui vont être soumis à ces ondes électromagnétiques en permanence, en tout cas dès leur plus jeune âge, et ils sont certainement beaucoup plus sensibles, notamment au niveau du cerveau, plus les ondes pénètrent peut-être davantage chez les enfants que chez les adultes. Par contre, même les opérateurs de téléphonie mobile étaient quand même allés sur l'idée qu'il fallait limiter l'utilisation des appareils qui utilisaient des ondes électromagnétiques pour les enfants, mais il n'y a jamais eu d'interdiction. Rappelez-vous, là, à Noël, il y avait beaucoup d'objets, de jouets connectés, et on disait qu'il ne fallait pas les Bluetooth, etc. Là, la 5G, ça va rester un peu au niveau de la peau. Alors, c'est vrai qu'il y a des études qui montrent que ça peut même provoquer des antennes au niveau de la peau, mais il faudrait vraiment faire des études là-dessus. Hein. Moi, je ne vois pas de lois qui peuvent protéger de façon plus importante les enfants. Surtout que, comme ça a été dit, les médecins, vous voyez, AZB, qui est l'association pour la zone blanche là, qu'on a créée, il y a un comité scientifique. Mais le mal qu'on a à informer des médecins sur la spécificité des ondes, eh ben, ce n'est pas acquis, hein, parce qu'ils n'ont pas du tout cette formation dans le cadre de leurs études. Et c'est souvent parce qu'il y a des électro-hypersensibles qui vont les voir que ça les sensibilise et qu'ils ont envie d'en connaître plus. Mais c'est quand même pas fréquent d'avoir des médecins qui se forment sur cet aspect-là des choses. Est-ce qu'on peut dire également qu'on est un peu tous électro-hypersensibles et que quelque part on peut constater on peut constater que chez chacun d'entre nous, on a des symptômes qui, quelque part, s'apparentent aux électro-hypersensibles à un degré moindre, bien sûr. Pour ce qui concerne le fait que l'on soit tous ou pas ou peu électro-hypersensibles, on est tous certainement électrosensibles. Après hypersensible, c'est justement, quand j'ai dit tout à l'heure, la capacité d'auto-réparation, ce qu'on appelle la loi de l'Hormèse en médecine, c'est-à-dire la capacité à l'organisme de s'auto-réparer après un stress reçu, notamment un stress d'ondes électromagnétiques artificielles. Si cette capacité est dépassée parce qu'on est exposé trop longtemps ou de trop forte intensité, à ce moment-là, on rentre dans un processus, notamment inflammatoire au niveau biologique. On appelle ça un stress oxydatif qui va pouvoir provoquer différents symptômes qui seront spécifiques à chaque individu. Mais aussi, ça va générer tout un tas de pathologies. Alors, ça peut être des cancers, ça peut être des maladies auto-immunes, ça peut être des maladies neurodégénératives, parce qu'il ne faut pas oublier que ces ondes électromagnétiques artificielles, pulsées surtout, ouvrent ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau des toxines qui sont dans le sang et qui peuvent être générées par l'inflammation. Donc une personne qui me dit moi les ondes ça me fait rien, je pense que son mental le dit, mais pas son corps, parce que son corps est exposé, ça évolue à bas bruit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes parce qu'il n'y a strictement rien qui se produit, et un beau jour ça peut basculer. Donc tous les gens, tous les êtres vivants sont exposés à ce risque potentiel. Donc c'est ça qu'il faut prendre en considération. Et pour compléter ce qu'a dit Michel tout à l'heure par rapport aux enfants, la seule obligation qu'on a pu obtenir, notamment par rapport à la loi Abeille, qui, je vous rappelle, en 2015 a été largement détricotée grâce au lobbying des industriels du numérique, on a quand même réussi à obtenir l'interdiction du Wi-Fi dans les crèches, mais point barre, c'est tout. Actuellement, l'implantation des antennes relais peut se faire sans aucune réglementation de distance. Ça peut se faire carrément à côté d'une crèche. Il n'y a pas de notion de distance de sécurité. À côté de bâtiments publics recevant des enfants notamment. Donc là, vraiment, la réglementation est franchement mais obsolète, complètement. Mais la réglementation est obsolète depuis le 25 mars.
Alors depuis 25 mars, c'est encore pire parce que là, jusqu'à présent, les rares pouvoirs qu'avait le maire pour légiférer par rapport aux demandes d'autorisation de travaux des opérateurs pour installer des stations radioélectriques sur leur commune, c'était juste en vertu du plan local d'urbanisme de la commune. Ils pouvaient s'opposer ou demander, exiger des contraintes. Mais à partir du 25 mars de cette année, l'opérateur pouvait sans aucune demande préalable, installer des antennes partout où il voulait. Et je ne sais pas si actuellement, j'ai pas l'impression qu'actuellement cette ordonnance ne soit plus avenue. Je pense qu'elle est encore en vigueur puisque le genre sanitaire a encore été prolongé. Donc on est vraiment dans un système où actuellement les opérateurs ont toute latitude. Alors sinon, une autre question qui me parvient. Plutôt pour Michel Rivasi, est-ce qu'un référendum est possible et dans ce cas, il faudrait combien de citoyens, par quel biais, une pétition pour qu'un référendum puisse se mettre en place? Alors, pétition, oui, il faudrait faire une pétition européenne, ce qu'on appelle les initiatives européennes. Il faut à peu près plusieurs millions, mais sur l'ensemble des 27 pays. Et là, ça oblige la Commission à proposer une directive. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Il faut trouver 7 pays et puis qu'on ait à peu près plus d'1 million à 2 millions, ça dépend, de signatures. Bon. Maintenant, sur le plan français, vous savez qu'il y a la possibilité de faire un référendum, mais il faut, alors je ne sais plus les textes exacts, mais il faut tant de députés, ou il faut, je crois, 3-4 millions de signataires pour organiser un référendum. Mais vous savez qu'ils ont un peu tout bloqué. Rappelez-vous, sur l'aéroport de Paris, eh bien, ils avaient lancé, parce que là, il y avait des députés qui étaient d'accord pour faire le référendum, mais ils n'ont pas pu obtenir la quantité de signatures. Donc, moi, je pense que le premier rapport de force, c'est déjà lancé. Il faudrait une pétition pour demander le moratoire, pour qu'il y ait un vrai débat et qu'on n'installe plus les antennes tant que il n'y ait pas ce débat et cette décision. Ça, on peut faire sur le plan français et européen. Et puis le référendum, il faudrait convaincre des députés, mais en fait, avec les députés qu'on a, ça m'étonnerait que, d'un point de vue constitutionnel, on arrive à avoir la quantité de députés, de sénateurs pour pouvoir le faire. De toute façon, écoutez, c'est ma position personnelle. Mais l'exécutif fait tout pour décider et pas du tout de donner le pouvoir aux citoyens. Donc, on est un peu dans la merde. Est-ce que j'ai une autre question, Michel, plus particulièrement, mais peut-être Patrice aussi, par rapport à la loi abeille. Est-ce que cette loi pourrait être une aide pour empêcher l'implantation des antennes ou de la 5G sur le territoire? Non. La loi abeille, elle avait le mérite de dire, de protéger les enfants, puisqu'il y avait interdiction là d'installer des antennes dans les crèches. Mais c'est vrai, comme a dit Patrice, elle a été détricotée. Parce qu'elle avait un principe, le principe ALARA, c'est-à-dire d'avoir une exposition la plus faible possible. Mais ça a sauté.
Et je ne vois pas comment on peut l'utiliser, cette loi, pour interdire la 5G. Si ce n'est la partie où ils doivent informer, les opérateurs doivent informer les décideurs de l'installation des antennes. Par rapport à ce que vient de dire Michel, implantation des antennes, il faut savoir que pour les microcellules qui ont des puissances certainement pour certaines inférieures à 5 watts, donc ça veut dire que un objet connecté, émetteur-récepteur, si la puissance est inférieure à 5 watts, n'a besoin d'aucune autorisation pour être installé sur le domaine public. C'est le cas par exemple des concentrateurs, des compteurs Linky. Ces microcellules, qui sont de petite taille, c'est peut-être une dizaine de centimètres, qui sont dans les mobiliers urbains, qui sont totalement dissimulés et parfaitement invisibles, auront peut-être de faibles puissances d'émission puisqu'elles seront en grand nombre. Et à ce moment-là, les opérateurs n'auront aucune obligation de donner à la mairie la carte géographique de la dissémination de ces antennes. Donc, ils pourront faire vraiment ce qu'ils veulent. Pour ce qui concerne la loi Abeille, il y a quand même un aspect qui est à retenir. C'est ce qu'on appelle la notion de point atypique. Alors, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que c'est un peu complexe. Vous savez que l'Agence nationale des fréquences, à la demande de particuliers ou de collectivités, fait des mesures. Alors, tout à l'heure, j'ai bien dit que le protocole de mesure de la NFR est extrêmement biaisé et discutable, mais ces mesures ont le mérite d'exister, et notamment les points atypiques, c'est des points de mesure dont la valeur doit dépasser 6 volts par mètre. Ça, c'est la loi Abeille qui le demandait. Elle demandait donc à ce que la NFR a obligation, dès qu'il détecte des points de mesure atypiques, alors chaque année, il fait un inventaire, je crois qu'il y en a une vingtaine en France actuellement détectés par la NFR. La NFR doit demander aux opérateurs d'agir pour faire passer cette valeur en dessous de 6 volts. Alors après, on peut s'interroger si ça passe à 5,9, est-ce que c'est toujours aussi impactant sanitaire ou pas? Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, la NFR doit le faire et en fait ne le fait pas. Ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Elle va demander à l'opérateur de le faire. L'opérateur devrait obtempérer si techniquement et financièrement c'est possible. En général, ça l'est toujours. Et très fréquemment, on ne le fait pas, et à ce moment-là, la NFR ne fait plus rien. Or, la NFR aurait le droit d'éteindre des antennes qui sont en dépassement. Voilà. Avec la 5G, on va certainement avoir un nombre de points atypiques qui va être bien plus important. Ça va évoluer de façon exponentielle. Et là encore, est-ce que la NFR prendra le soin d'exiger des opérateurs qui baissent leur puissance d'émission? C'est pas du tout évident. Robin des Toits, je pense qu'on va essayer d'entamer une action par rapport à ça. On verra. Je pense qu'on pourrait se battre dans les villes pour qu'on ait une cartographie des niveaux électromagnétiques. Voyez, moi, l'idée, ça m'a été donné par Bruxelles et je l'avais fait faire à Valence. Et donc, avec de l'air, on avait fait des modèles en fonction de l'implantation des antennes, de la puissance des antennes et des écrans suite aux immeubles que les ondes pouvaient traverser. Et on avait fait une cartographie, vous voyez, des champs électromagnétiques au niveau de la ville. Ça serait important de le faire parce que s'il y a des points atypiques au-delà de 6 volts, ça nous permet de faire pression. Alors qu'à l'heure actuelle, on n'a pas cette possibilité-là. Parce qu'on ne le connaît pas. Vous voyez, on fait souvent des mesures, mais ponctuelles. Alors que la cartographie, ça vous donne le niveau des ondes électromagnétiques dans une rue, vous voyez, face à un immeuble, qui est face à l'antenne lui-même, etc. Et une deuxième chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur le plan européen, j'ai assisté à une réunion où il y avait les opérateurs, il y avait l'ICNIR, il y avait la Commission européenne. En fait, ils veulent harmoniser toutes les normes concernant les valeurs limites sur les champs électromagnétiques. Vous savez qu'il y a des pays comme la France, par exemple, qui a vraiment les valeurs de l'ICNIRP, 41, 58 et 61 volts par mètre. Mais il y a des pays comme l'Italie, par exemple, qui sont à 6 volts. Vous avez l'Autriche aussi qui sont de cet ordre-là. Et ça, ils ne l'acceptent pas. Et ils voudraient harmoniser sur le plan européen les normes concernant, vous voyez,
les limites sur les ondes électromagnétiques. Et si jamais ils font ça, eh bien, on va attaquer la Cour de justice européenne parce que chaque État membre est souverain concernant ces normes. Les normes ne peuvent pas être plus laxistes, mais elles peuvent être plus rigoureuses que des normes fixées par l'Europe. Mais l'Europe n'a pas le droit d'obliger un pays à avoir, vous voyez, des normes qui sont plus basses que celles qu'elle propose. Et donc, là, on se bagarre sur le plan européen, vous voyez, pour pas que l'Europe impose l'harmonisation des normes, version ICNIR. Mais on sent cette volonté, en fait, vous voyez, de mettre tous les pays, vous voyez, dans le même cadre pour développer cette technologie. C'est quand même incroyable. Merci Michel pour cette précision. Une autre question qui m'arrive par l'intermédiaire du chat. Comment mobiliser, sensibiliser les médecins? Ne pourrait-on adapter les formulaires pour qu'ils écoutent davantage leurs patients sensibles ou qu'ils puissent peut-être répertorier davantage les patients sensibles? Dans le cadre du comité scientifique qui existe à AZB, donc l'association Zone Blanche, de formation pour les médecins. Là, on en a fait plusieurs pour déjà diagnostiquer qu'est-ce que c'est qu'un électro-hypersensible. C'est quoi ces symptômes? Et puis, donc, ça sera des vidéos qu'on va insérer dans le cadre de la formation continue des médecins, et puis des vidéos de libre accès pour que les gens sachent c'est quoi les symptômes des électros et qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Déjà, l'évitement des ondes électromagnétiques, parce que ça, c'est la première chose. Et puis, pour les très gros électro-hypersensibles, parce qu'il y a des gens vraiment qui ne supportent pas du tout la pollution électromagnétique dans les villes, eh bien, de pouvoir trouver des zones de refuge pour qu'ils puissent se ressourcer. Robadetto, nous avons parmi nos fiches Robadetto dont j'ai parlé en introduction, nous avons de la documentation qui peuvent aider les gens, hypersensibles ou pas, à se protéger ou en tout cas limiter leur exposition. Donc vous allez sur le site de Robadetto, vous allez dans les fiches RDT, et à ce moment-là, vous parcourez la rubrique et vous trouvez, je pense, votre content. Merci Patrice. Alors une autre question d'un auditeur, est-ce que la 5G pourrait passer par des appareils domestiques cachant des mini-antennes, le tout apporté par la fibre à l'intérieur de la maison? Ah oui, c'est une question, j'aurais du mal à répondre parce que en l'état actuel des choses, comme je l'expliquais tout à l'heure, la 5G urbaine, qui sera à des fréquences de 3,5 GHz et au-delà, ne pénètre pas à travers les murs dans les bâtiments. Donc, la solution, oui, évidemment, c'est d'utiliser la fibre optique pour pouvoir transmettre les données issues de la 5G vers l'intérieur des bâtiments. Et à ce moment-là, on pourra bien sûr connecter n'importe quel objet domotique à l'intérieur d'un bâtiment au réseau 5G. Ça ne posera aucun problème. C'est d'ailleurs ce qui va se passer lorsque, comme je le disais tout à l'heure, il y a de fortes chances à parier que d'ici quelques années, le haut débit par la DSL, donc les box Internet, risque d'être disparaître avec la 5G comme standard unique. Donc la 5G, son objectif, c'est tout connecter, c'est-à-dire tout ramener à ce seul outil de communication. Merci. Enfin, peut-être une dernière question avant de passer au déploiement de la fibre. Est-ce qu'il y aura un symbole à l'endroit où se trouvent les antennes, par exemple les abribus? Et est-ce qu'on a le droit de demander où se situent ces antennes et à qui on demande, aux maires, aux opérateurs? Qui peut nous renseigner? Alors là, je vais répondre très rapidement. C'est non, parce que de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, les maires n'ont aucune visibilité de où se trouvent les microcellules dans les mobiliers urbains. Les opérateurs n'ont aucune obligation à le préciser. Il n'y a pas de cartographie. Il y en aura surtout dans une ville, il y en aura des milliers, quoi, peut-être des millions comme à Paris, ou dans des très, très grandes villes, Marseille, Lyon, etc. Et donc, et surtout, c'est que justement, l'intérêt
de ces microcellules, c'est de ne pas être repérable. Donc, il est certainement hors de question de mettre un petit logo pour dire attention, il y a une microcellule ici. Ils ne le feront certainement pas. Ça veut dire que concrètement, on pourra attendre du bus sous une antenne. Ce qui est très surprenant, c'est que l'ANFR, les opérateurs puissent installer leurs cellules, notamment celles qui sont de 5 watts, sans qu'il y ait une cartographie. Parce que jusqu'à présent, l'ANFR, quand même, elle avait la cartographie des antennes installées dans les villes. Alors que là, on dirait qu'elle n'a pas pris le pouvoir de se dire au moins que je sois au courant où ces cellules sont installées. Parce que, imaginons que des gens tombent malades, c'est tout à fait possible, parce qu'on va devenir de plus en plus intolérant aux ondes électromagnétiques. Eh bien, on ne pourra pas savoir d'où vienne la source de cette pollution, parce que quand on est à côté des antennes, ben, on prend une exposition plus forte que quand on est loin des antennes, quand même. Alors ça, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, j'en profite pour rajouter que dans la gamme des appareils connectés inférieurs à 5 watts de puissance, il y a notamment les concentrateurs des compteurs Linky. Donc, c'est lui qui génère le courant porteur en ligne. Et ces concentrateurs, comme je le disais tout à l'heure, peuvent être installés n'importe où par Enedis, dans le domaine public, et sans prévenir personne. Et on se rend compte qu'il y a des personnes qui habitent, qui séjournent donc à quelques mètres de ces concentrateurs, à leur fenêtre, et qui ont vraiment ressentent des symptômes. Et il y a pire que ça, c'est qu'Enedis, très fréquemment aussi, installe ces concentrateurs carrément sur des propriétés privées, alors que c'est totalement illégal. L'ANFR ne cartographie sur son site internet Carte Radio que les appareils, que les émetteurs pour lesquels il a été demandé l'autorisation d'émettre. Comme ces appareils inférieurs à 5 watts ne sont pas dans le domaine de l'ANFR jusqu'à présent, donc l'ANFR en fait ne peut rien faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme recours, Patrice, en ce qui concerne l'installation d'un concentrateur sur une propriété privée sans l'accord du propriétaire? Actuellement, on en a quand même, il y a une sacrée épidémie de concentrateurs installés illégalement. Et là, on envoie les usagers qui sont concernés avec les collectifs qui sont aidants, envoient des courriers recommandés à Enedis pour exiger le retrait de ces concentrateurs, en tout cas son déplacement sur le domaine public, de préférence à distance d'habitation, bien sûr. Et sous prétexte et avec menace de poursuite en justice. Alors en général, Enedis s'exécute, mais en prenant son temps tout de même. Bon, ce qui est important aussi, c'est de bien médiatiser au niveau de la presse locale chaque affaire, parce que Enedis déteste la mauvaise presse. Sinon, pour conclure, Patrice, peut-être 5 minutes sur la fibre. Si tu peux nous faire un petit exposé sur la fibre, nous expliquer un peu les intérêts, comment ça fonctionne en quelques minutes. Fibre optique et 5G. La fibre optique, c'est pour nous, c'est vraiment l'outil idéal de transmission de données et de transport de données numériques. Vraiment, c'est quelque chose qui aurait dû être déployé depuis une vingtaine d'années à travers toute la France, et ça aurait dû être du domaine public, c'est-à-dire c'est l'État qui aurait dû prendre en charge ce déploiement généralisé. Ça ne s'est pas fait. Et actuellement, on voit que la fibre est en train de se mettre en place presque partout dans les grandes cités. Pourquoi? Parce que la 5G, comme je le disais, a une portée aérienne très faible. Donc, du coup, on se sert de la fibre pour connecter les antennes entre elles. Voilà. Et ça, c'est un véritable dévoiement et on en est franchement contrit. Donc, la fibre optique. Alors, là, on voit que pour connecter par la fibre un terminal pour transférer les données vers un autre terminal, bon, ça va se faire à peu près comme avec un câble Ethernet, ce qu'on appelle RJ45, pour connecter la box Internet à l'ordinateur. Sauf que au départ, depuis la source émettrice, il va falloir équiper de ce qu'on appelle un transceiver. C'est un transceiver optique qui va permettre de convertir le signal électrique en signal optique qui sera transporté ensuite dans la fibre. Alors, ce signal optique sera créé à partir de ce qu'on appelle une DEL, c'est-à-dire une diode électroluminescente qui va émettre de préférence en infrarouge, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure,
et donc il va transformer ce signal électrique en signal optique. Donc ensuite passera à travers la fibre. À l'arrivée, nous avons donc à l'opposé un appareil électrique, un appareil qui va transformer le signal optique en signal électrique. C'est en fait une photodiode. Donc c'est ce qu'on appelle un robinet d'électricité. Alors pour avoir, attends, reste en dessus s'il te plaît, merci. Donc pour avoir, pour un canal de transmission, donc à une fréquence donnée, il faudra deux fibres optiques, une pour acheminer le signal et l'autre pour le retour. Donc pour aller-retour, donc il y aura deux directions par communication. Alors la fibre optique, on peut passer en dessous maintenant, est composée de deux câbles. Le premier, c'est le cœur. Le cœur, le matériau, c'est de la silice, hein, c'est une fibre de verre extrudée. Alors, d'une dimension qui va de 10 microns à peu près à 85 microns, tout ça dépend des technologies utilisées. C'est là que passera l'essentiel du faisceau lumineux, entouré par une gaine optique, qui sera aussi composée de la fibre de verre. On verra pourquoi, justement, il y a ces deux matériaux. Et ensuite, il y aura un revêtement en protection, et tout ça, ça va être emprisonné dans un fourreau extérieur que l'on voit à gauche, pardon. Et ce fourreau sera capable de contenir peut-être une centaine de fibres. Voilà. Alors le cœur, donc on peut descendre en dessous maintenant. Voilà. Alors le signal lumineux qui est émis, hein, tout ça dépendra aussi de la puissance d'émission, ne sera pas forcément en propagation direct comme on voit à droite. Alors ce faisceau, on sait que la lumière est propagée à 300 000 km par seconde dans le vide, dans l'air ce sera un peu moins, comme les ondes électromagnétiques d'ailleurs. Et en fait, il y a différents modes de transmission. On le voit à gauche, par exemple, là, on a un mode de transmission par réflexion, c'est-à-dire que le signal lumineux va se réfléchir sur les parois. Et à chaque fois qu'il y aura une réflexion, il y aura une atténuation de l'intensité du signal. Ça veut dire qu'il faudra trouver des solutions justement pour que, à l'arrivée, on ait une intensité suffisante pour la réception. On peut avoir, là on ne le voit pas ici, mais c'est pas grave, on peut avoir ce qu'on appelle une réfraction. C'est-à-dire que là, le cœur de la fibre, on a un signal qui se réfléchit, et ensuite, dans la gaine qui est autour, qui est aussi en fibre, on va avoir un signal qui va se réfracter, c'est-à-dire qu'il va passer du cœur de la fibre à la gaine. Et il va continuer sa course. Dans l'idéal, il nous faudra un signal lumineux, comme dans l'image de droite, qui soit linéaire, tout droit, directionnel, et donc qui ne soit jamais atténué par une réfraction ou une réflexion. Alors ça, on le trouve dans ce qu'on appelle les technologies de fibre monomode. On va maintenant en parler. Alors la fibre multimode, c'est une fibre qui a une dimension d'environ 65 micromètres, hein, qui est utilisée essentiellement pour pouvoir pour des courtes distances, c'est-à-dire que c'est pour des réseaux intérieurs, ça va on dira de 300 mètres à peu près à 1 kilomètre. La fibre monomode, elle, par contre, permet des distances de propagation beaucoup plus longues. Alors, par contre, le cœur est extrêmement fin, puisque sa section est d'environ 10 microns. Et pour arriver à avoir un faisceau direct très directionnel, on utilise des diodes laser extrêmement puissantes. Et là, le faisceau peut parcourir des grandes distances de 10 jusqu'à 100 km, voire plus, sans atténuation, parce que justement, il n'y a pas de réflexion-réfraction. Alors, on peut descendre en dessous. Alors, pour ce qui concerne les débits de la fibre multimode, c'est autour de 1 gigabit, donc on est dans le domaine à peu près de la 4G. Et pour la fibre monomode, on va jusqu'à 10 gigabits par seconde. On peut aller largement plus, mais bon, ça c'est en usage, je dirais, domestique. Donc, on est aussi dans le domaine de la 5G. Alors, il faut savoir que ces fibres monomodes sont utilisées notamment pour les très grandes distances, par exemple liaison sous-marine, Internet. Et là, on arrive à avoir des débits énormes, quoi. Alors, ce qui concerne l'affaiblissement de la lumière en fonction de la distance. Alors, on voit, donc, en abscisse, on a la longueur d'onde de la lumière, et en ordonnée, c'est l'atténuation. Donc, plus on monte en atténuation, bien sûr, plus le ciel est affaibli. Donc là, on se rend compte que l'atténuation est beaucoup plus faible lorsqu'on a des longueurs d'onde de 1300 nanomètres jusqu'à 1500. C'est en fait la longueur d'onde de l'infrarouge.
Donc c'est la raison pour laquelle on utilise l'infrarouge comme fréquence porteuse pour émettre ces signaux lumineux. Alors, atténuation, ça veut dire que régulièrement sur un réseau de fibre optique, il faut arriver à l'amplifier. C'est la raison pour laquelle on va utiliser ce qu'on appelle des répéteurs. Donc ça permet de conserver une bonne qualité du signal optique depuis la source jusqu'à la réception. Pour les très grandes distances, on utilise des amplifications optiques qui utilisent des verres dopés au erbium, qui est une terre rare, et qui sont entièrement optiques, et donc qui permettent de couvrir un CD de distance jusqu'à 10 000 km. On utilise aussi ce qu'on appelle des multiplexeurs. Ce sont des systèmes qui permettent, dans la même fibre optique, de mettre plusieurs communications différentes. Alors par contre, pour les acheminer, on utilise pour chaque communication une longueur d'onde spécifique. Donc c'est ce qu'on appelle le multiplexage. Voilà. Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin pour ça. Ensuite, comment transporter la fibre? Actuellement, il y a deux manières de le faire sur le territoire français. La première, ce serait par exemple de convertir le réseau téléphonique commuté qui malheureusement est en voie de perdition, puisque la téléphonie fixe par ce réseau va être arrêtée par l'opérateur historique Orange à partir de 2022, je crois. Et c'est un réseau cuivre. Alors évidemment, les fils cuivre sont assez limités en termes de débit. On le voit pour certaines ADSL notamment. Donc, on pourrait parfaitement rééquiper ce réseau cuivre, puisque les poteaux existent, par des fibres optiques. Et là, on pourrait couvrir l'intégralité du réseau français. Autre possibilité qui existe depuis 20 ans, les réseaux électriques. EDF, depuis une vingtaine d'années, a équipé ces lignes toutes tensions confondues, donc de la basse tension 220-380 volts à la moyenne tension 20 000 volts jusqu'à la haute tension de 63 000 à 400 000 volts, de fibres optiques dans un premier temps pour ses propres besoins de communication à l'interne, mais aussi dans la mesure où il y avait beaucoup de capacités de transmission disponibles, elle a commencé à proposer des services de transmission de données à des collectivités territoriales, à des industries. Donc ce réseau existe et couvre la totalité du territoire. Alors comment on incorpore les fibres dans le réseau de transport d'électricité ou de distribution? Il y a deux solutions possibles. La première, c'est de mettre directement la gaine de la fibre dans un des trois câbles de phase de neutre de terre. Alors ça se fait plutôt pour les réseaux de tension inférieure à 90 kV, parce que pour des tensions supérieures, on aurait des champs électriques tellement importants que ça pourrait endommager la fibre et sa gaine. Pour des tensions supérieures, on peut envisager d'enrouler carrément la fibre optique autour du câble. Voilà. Donc on voit bien que la fibre optique pourrait peu à peu remplacer les câbles téléphoniques. Mais par contre, il faudrait vraiment qu'il y ait une incitation des pouvoirs publics à ce type de communication par le numérique. Et ça va quand même à l'opposé de la tendance actuelle qui veut générer par la 5G justement des technologies sans fil. Voilà. Donc concrètement, on aurait quand même du débit et moins de soucis avec la fibre. Ah, bien sûr. Sur le plan sanitaire, il n'y a aucun impact. Hein. C'est vraiment zéro impact sanitaire. Le seul impact sanitaire qu'on peut trouver, si par exemple le réseau de fibre qui passe peut-être à proximité d'habitation, on a à cet endroit-là un amplificateur ou un répéteur. Parce que là, ça peut émettre. Mais c'est tout. Bon, merci Patrice. Peut-être on peut passer la parole à Laurence Girard pour la mairie de Dieulefit, qu'elle nous fasse un petit point sur le déploiement de la fibre localement. Bonsoir à tous. Merci Bertrand, merci Michel, Patrice. Même si cette partie va surtout concerner le territoire Dieulefit-Bourdeaux, la communauté de communes, mais ça peut donner une idée quand même aux autres auditeurs de comment un déploiement peut se dérouler. Hein. Donc, parce qu'il y a deux manières, il y a deux façons de se déployer. C'est soit par des opérateurs privés qui auront tendance à privilégier les zones urbanisées, comme ça a déjà été dit, densément peuplées, et à délaisser les zones rurales, plus coûteuses. Soit ça peut être déployé par des opérateurs publics qui ont des priorités d'intérêt général. Donc, c'est le cas sur notre territoire
qui est donc rural et qui n'intéresserait pas les opérateurs privés, sauf pour quelques zones urbaines le long du couloir du Rhône. Nous avons la chance d'être couverts par un syndicat mixte, donc Ardèche Drôme Numérique, qui regroupe 2 départements, la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes et les 27 intercommunalités du territoire avec le soutien de l'État et de l'Europe. De ce fait, Ardèche Drôme Numérique, et je dirais ADN par la suite, porte la politique publique d'aménagement numérique des 2 départements. Et c'est une chance, car c'est de l'argent public investi avec la volonté de desservir nos territoires ruraux et de réduire ainsi la fracture numérique actuelle. Pour avoir une idée du financement, le raccordement d'un foyer, ça coûte environ 1 500 €. Le but d'Ardèche Drôme Numérique, c'est la fibre pour tous d'ici 2025, avec 97% des foyers couverts comme objectif. Outre la garantie de performance pour les particuliers, ah oui, pardon, c'est diapositive numéro 1 au fait, Adrien. Outre la performance pour les particuliers, c'est aussi la dynamique de nos entreprises locales qui est en jeu avec ça doit pas être ce document-là. Donc c'est dans un autre dossier, dossier visioconférence ou un truc comme ça. Voilà. Pour atteindre cet objectif, Ardèche Drôme Numérique a pour mission ah non, c'est pas dans ce dossier-là non plus. La construction du réseau, évidemment. Voilà, c'est là. La construction du réseau fibre, donc avec un exploitant qui a délégation de services publics. En deuxième mission, c'est le contrôle de l'activité de l'exploitant. Chez nous, c'est Team Action, mais peu importe. Et ensuite, évidemment, la qualité du service public jusqu'à l'abonné. C'est-à-dire, c'est le fameux réseau FTTH dont vous avez peut-être entendu parler. Donc ainsi, le raccordement au domicile ne sera pas facturé. Non, pas encore. Juste après. C'est un service pris en charge par la collectivité, donc jusqu'au domicile, jusqu'au foyer. Donc maintenant, la diapositive numéro 2, merci. Donc ça, c'est pour vous montrer les étapes clés du déploiement. Donc au cours de l'année 1, c'est une période d'étude, donc où il y a l'adressage, la vérification des adresses, le repérage des réseaux électriques, téléphoniques, aériens ou souterrains qu'on peut utiliser et les adductions des bâtiments. C'est aussi la période du tracé définitif du futur réseau fibre et le découpage en poches. Des poches, c'est environ 2000 foyers minimum pour intéresser les opérateurs après. Au cours de l'année 2, à peu près, donc c'est la phase des travaux, donc la construction de locaux techniques et armoires de rue. C'est le renforcement ou le remplacement de poteaux électriques et téléphoniques. C'est l'élagage, on en parlera plus tard. Et c'est le tirage et raccordement des fibres en aérien sur les poteaux existants ou en souterrain, dans les fourreaux existants ou dans de nouvelles tranchées. Et notre opérateur, pour réduire les coûts et les délais, sans doute va utiliser uniquement, quasiment à 90%, le réseau aérien qui existe déjà. Comme vous pouvez le voir, après, au cours de l'année 3, c'est les opérateurs qui se connectent, qui arrivent dans les locaux techniques, puis l'envoi de propositions d'offres aux particuliers, donc par les opérateurs présents, et la finalisation de l'installation de la fibre dans le logement grâce à une prise terminale optique. Diapositive suivante. Donc ça, c'est vraiment pour les locaux qui nous écoutent. Donc ça montre la carte du déploiement local début octobre. Donc comme vous pouvez le voir, il y a la zone en rouge bordeaux au nord là qui regroupe Pont-de-Barre et Roche-Baudin. C'est la zone la plus avancée. Les travaux sont déjà en cours. En ce qui concerne la zone orange, avec une grosse partie de Dieulefit, le centre-ville, tous les quartiers au sud-est, mais aussi Montjoux, Vesques, La Roche-Saint-Secret et Sierre, les études sont presque terminées et des travaux ont déjà été engagés au niveau de la construction de locaux techniques et d'armoires de rue. Par exemple, à Dieulefit, c'est près de la crèche et place de la gare pour l'armoire de rue. Donc les travaux seront terminés en 2021
pour cette zone-là. Et les offres commerciales pourraient arriver pour Noël 2021. Ensuite, donc là, il y a la zone couleur saumon, c'est Dieulefit Nord-Ouest, le Poitou-Laval, les Ahus, Soupières, Salette et la Bégude. Les études commenceront en 2021. Et enfin, la zone en marron autour de Bourdeaux, les études commenceront en 2023. Diapositive suivante. Alors, si je vous montre, si je vous montre cette diapositive que vous allez bientôt voir, c'est que les habitants ont un rôle important à jouer dans l'efficacité et la rapidité de déploiement de la fibre. En effet, au niveau d'un territoire, l'opérateur, ici donc ADN, peut avoir besoin de signer une convention de passage sur votre terrain, que ce soit pour l'installation de la fibre sur des poteaux situés sur l'une de vos parcelles, que ce soit pour l'élagage d'arbres gênant l'installation de la fibre, pour creuser d'éventuels tracés souterrains ou implanter de nouveaux poteaux, principalement, pour installer un équipement en façade des bâtiments si nécessaire. Du coup, ça veut dire que plus vous tardez à signer la convention de passage qui vous sera envoyée, plus cela retardera l'installation de la fibre chez vous, mais aussi sur la partie de la commune en aval de la parcelle bloquante. Donc, aidez-nous, aidez-vous en étant réactifs et n'obligez pas votre commune à mettre en place une servitude de passage. Voilà, dernière diapositive. Voilà, la fibre, ce qui est réjouissant, c'est que même si ça aurait pu être il y a 20 ans et qu'on avait déjà la fibre au collège, par exemple, en 2012, mais la fibre quand même arrive sur notre territoire. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute et vous pouvez compléter vos besoins d'information en consultant le site d'Ardèche Drôme Numérique d'ailleurs, qui est actualisé régulièrement. Merci. Alors, juste une dernière question qui m'arrive, si quelqu'un veut bien répondre. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'augmenter notre consommation d'Internet au nom de l'écologie? Ne devrions pas plutôt viser la diminution, voire la sobriété? Pourquoi pas la sobriété heureuse? Ça, c'est moi qui l'ai. Pour répondre par rapport à la consommation de terres rares, non. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, la fibre, c'est essentiellement composé de silice. Donc, c'est plutôt du sable. Donc, on aura peut-être de la consommation de sable. Ça sera sans comparaison par rapport à la consommation au public, par exemple. Pour ce qui concerne ensuite la modération de notre exposition et aussi de nos données numériques, bien évidemment, ça fait des années que l'on milite dans cette direction. Il faut vraiment prendre une habitude de se limiter sur nos données numériques, notamment dans l'usage de la téléphonie mobile, se contenter notamment de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire rester en 3G, paramétrer votre téléphone uniquement en 3G. Alors, si vous avez des problèmes pour le faire, eh bien, consultez encore une fois les fiches de Robin des Tours. On a une fiche qui s'appelle « Pour un usage raisonné du smartphone ». Ça vous pourra vous donner beaucoup d'éléments pour limiter votre consommation, mais aussi pour limiter votre exposition due à votre téléphone, parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup, j'interviens de temps en temps pour faire des diagnostics de façon bénévole dans les habitations sur des gens qui se sont exposés. Et je me rends compte très régulièrement qu'ils se plaignent de l'exposition due aux antennes relais, mais en fait, c'est surtout leur propre exposition à leur propre objet connecté dans la maison qui sont les plus dommageables. Donc déjà, dans un premier temps, faire attention à ça. Voilà. Et puis, je pense que quand on surfe sur Internet, comme je le disais tout à l'heure, c'est 70% de la consommation de données numériques sont des vidéos. Essayez de faire attention. Essayez de vous donner, quand vous téléchargez une vidéo sur YouTube, si vraiment vous voulez le faire, ou sur une autre plateforme, téléchargez dans une définition minimale, hein, pas un truc en haute définition. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et puis ensuite, c'est à chacun de faire en fonction de ses besoins, mais en essayant de ne pas confondre ses besoins, ses désirs et ses besoins. Faire ce qui est nécessaire, mais pas forcément ce qui est inutile. Alors, j'ai une dernière question, peut-être, Patrice, tu peux répondre. Quelles actions pour éviter la fermeture des lignes fixes? Alors, on a déjà fait des actions. On a communiqué par rapport à cette fermeture des lignes fixes par le RTC, Réseau Téléphonique Commuté, il y a environ 2 ans. On a fait un communiqué, un éditorial sur le site de Robin des Tours qu'on a envoyé à nos adhérents.
On a fait une pétition aussi sur la plateforme de CyberHacker qui a donné pratiquement pas de résultat parce que bon, il faut quand même pas perdre de vue que nous, la société civile et les ONG qui essaient de limiter pour éviter la prolifération des objets connectés, des ondes artificielles, on est franchement inaudible et de plus en plus, notamment par rapport à ce qu'on appelle les médias mainstream. Donc c'est très très difficile de se faire entendre. Hein. Ça fait pratiquement 2 ans que les communiqués de presse qu'on envoie à toute la presse n'est jamais diffusé dans aucun média mainstream, en tout cas national. Et même local, c'est de plus en plus difficile. Merci Patrice. Donc, pour conclure, il me reste à remercier Anaïs et Marion pour la synthèse des questions, qui ont fait la synthèse des questions, qui nous ont fait parvenir. Voilà, je remercie également Adrien Brunetti pour la logistique, la mise à disposition du support de visioconférence par Michel Rivasi. Je remercie ma compagne Gervaise qui m'a prêté son ordinateur en dernière minute parce que le mien avait planté. Et puis, je remercie également le public et toutes les questions qui nous ont permis de, j'espère pour vous, chacun d'entre vous, d'éclaircir beaucoup de choses. Enfin, merci beaucoup à la mairie de Dieulefit qui nous a accueillis